L'ESTM, l'école des ingénieurs et des spécialistes du management de référence en Afrique, vous invite à ces journées portes ouvertes les mardis 17 et mercredi 18 novembre 2020 de 9h à 18h dans son campus situé sur l'avenue Cheikh Anta Diop en face de l'hôpital Fann. Vous êtes nouveau bachelier et vous ne savez pas quelles études choisir après le bac? Vous êtes étudiant et vous cherchez une licence ou un master dans les métiers du numérique, du management ou des énergies renouvelables, ou alors vous êtes parent et vous cherchez une école supérieure de qualité avec des diplômes reconnus pour votre enfant? Rendez-vous les mardis 17 et mercredi 18 novembre 2020 de 9h à 18h pour découvrir l'ESTM et ses filières de formation. Pour toute inscription durant la journée du 17 novembre, bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 50% sur les frais d'inscription. De plus, 5 bourses d'excellence seront également offertes durant ces 2 journées. Pour plus d'infos, appelez-nous au 77 351 3807 ou au 33 825 28 89. Dans l'actualité de ce jeudi, tout le monde en classe. Après une longue période d'interruption, élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école. Le principal défi de cette rentrée est le respect strict du nouveau protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la prévention de la Covid-19. Nous ferons le point à Dakar et en région. 3000 enfants meurent tous les ans de la pneumonie au Sénégal. Ce 12 novembre marque la célébration de la journée mondiale de la pneumonie. Quels sont les signes de cette maladie? Reportage à suivre. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la remise du rapport de la mission d'information sur les inondations au président de l'Assemblée nationale. Dakar concentre 70% des réalisations du plan décennal. Le document sera remis au président de la République en début de semaine prochaine. Et puis sur l'international, le Ghana en deuil, Jerry Rawlings est mort. L'ancien président ghanéen est décédé à Accra ce jeudi à l'âge de 73 ans. Rawlings, 2 fois chef d'un coup d'État militaire et 2 fois élu à la présidence du Ghana. L'homme a marqué l'histoire politique de son pays. Son portrait à suivre dans cette édition. D'abord, cet accident qui a fait 3 morts sur l'axe Touba-Dara. Le drame a eu lieu ce matin. Un minicar a percuté violemment un camion mal stationné à côté de la route nationale. Les corps sans vie ont été acheminés à la morgue du centre de santé de Dara. La cloche a sonné pour 4 millions d'élèves ce jeudi au Sénégal. Tout le monde en classe. L'année scolaire s'annonce ardue pour l'éducation nationale puisqu'au défi d'une année apaisée et aboutie s'ajoute désormais la lutte contre la flambée du coronavirus. Mais ce matin, c'était l'heure des retrouvailles. Voyons tout cela avec Cheikh Diop et Diafaraba. C'est la fin des grandes vacances, les retrouvailles entre camarades aussi. Jour de rentrée des classes sur l'ensemble du territoire. Comme à l'école primaire de la caserne Samba Diéry Diallo, nous sommes aux premières heures de la journée. Djamila Toussadé est élève en classe de CM2. À l'image de ses camarades d'école, avait hâte de retrouver l'ambiance scolaire. Je me suis retrouvée avec mes camarades. J'ai pu enfin voir ma maîtresse car... Ouverture des classes dans un contexte de pandémie. Les enseignants parlent du quantum horaire. Ils sont conscients du gap à combler pour être à jour. Je vais faire le maximum pour terminer les programmes, surtout par rapport à la lecture et par rapport aux mathématiques. On a eu suffisamment de matériel dans la mesure où, donc, comme l'État du Sénégal naturellement amène le dispositif, il y a également en renfort la gendarmerie. Année scolaire et coronavirus, le respect des mesures barrières et de mise, ces élèves semblent être informés de l'importance de la prévention. Je porte toujours mon masque et je me lave les mains avant de manger ou de faire quelque chose. Je ne joue pas avec n'importe qui et avec n'importe quoi. Et mettre 2 mètres de distance, c'est ce que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas attrapé la maladie. Depuis tout ce temps, je ne l'ai pas attrapé.
C'est pourquoi là, je suis à l'école et je porte des masques. Le jour de la rentrée des classes est toujours un moment de fête. Ces apprenants souhaitent avoir une année scolaire tranquille, loin de la Covid-19 et des grèves cycliques. Eh oui, cher, 2 mètres de distance, c'est très bien pour ne pas choper la maladie. À Thiès, des directeurs d'école signalent un déficit de masques. Là-bas, les cours ont démarré dans plusieurs établissements. L'inspecteur d'académie affirme que des dispositions sont prises pour accompagner toutes les écoles. Voyons tout cela avec Cher Anta Diop et Céla Tire. Nous avons visité plusieurs écoles, de la maternelle en passant par les CM, Lalan, Lamlam. Les élèves et enseignants ont presque répondu à l'appel. Constat fait, il y a un manque criant de masques. Effectivement, il nous reste après une dizaine de masques, mais comme vous le savez, avec 400 et quelques élèves, ça ne sert absolument à rien. Donc il nous faut un renfort à masques. C'est seulement là où on a un problème. Mais sinon, on a du gel en petite quantité. Il y a des difficultés parce que jusqu'à ce que les partenaires allemands n'interviennent, on avait des problèmes de table-banc, un problème d'électricité au niveau de l'aile droite des bâtiments. Malgré toutes ces difficultés, Lalan a obtenu de très bons résultats cette année au BFM. Mais dans le classement établissement public, Lalan est deuxième derrière le CM de Kermadaro, 97,89%. L'inspecteur d'académie de Thiès, Pape Abdou Diassé, fait le même constat, mais affirme que des dispositions sont prises pour régler tous ces problèmes. Soyez sûrs que nous allons continuer à vous accompagner parce que quand même vous êtes un exemple au niveau de l'académie, ça il faut le dire. Et c'est un exemple à montrer et à offrir à tout le monde. Merci, principal. Mais à noter qu'au niveau du privé catholique, le respect des mesures barrières est strict. Et les syndicalistes se signalent déjà en ce premier jour d'école. Abdou Fati accuse le ministère de l'Éducation nationale d'être à l'origine du non-respect du protocole sanitaire dans certains établissements. Le secrétaire général du CELS authentique invite par ailleurs les parents à faire appel à des répétiteurs pour aider les élèves des classes intermédiaires qui sont restés, vous le savez, plus de 7 mois sans faire cours. Abdou Fati était l'invité de la matinale de TFM. La situation de ce matin, nous l'avons tous constaté parce qu'en amont, on avait averti le gouvernement par rapport aux dispositions à prendre, mais pour la plupart des écoles, les dispositions n'ont pas été prises. Dispositions en termes de masques, dispositions en termes de lave-mains et en termes de gel, et dispositions également en termes de disponibilité des tables-bancs et des points d'eau et surtout également de toilettes. Malheureusement, on a l'impression qu'on n'a rien appris de cette Covid-là. Or, cette Covid-là devait nous donner des opportunités, des leçons apprises, et nous pensons qu'il est temps que la communauté qui est abandonnée par l'autorité, que la communauté se mobilise comme dans d'autres contrées pour se prendre en charge. Et Bouteille Diangatei, comme d'habitude, c'est un idéal. Cet idéal-là, c'est dommage, on devait atteindre nos objectifs parce que ça fait maintenant 3 ans, mais ça reste un idéal. Si c'est possible pour quelques écoles que le ministre va visiter, pour la plupart, l'écrasante majorité des écoles, le Bouteille Diangatei ne sera pas de rigueur. Ceux des classes intermédiaires, on ne peut pas assurer qu'ils vont rattraper parce qu'on fera 1 mois de remédiation. 1 mois de remédiation, c'est pas sûr. Et nous demandons aux parents de faire le maximum de trouver des répétiteurs. Et nous demandons également à l'État du Sénégal d'être courageux, de réformer les enseignements apprentissages, de réformer le programme avec la commission de réforme. Parce que ces programmes-là, c'est des programmes mouse, c'est des programmes encyclopédiques. Je pense qu'ils le font, il y aura, les enseignants seront allégés et peut-être on pourra suivre au corps à corps les enfants et peut-être rattraper ce qui est rattrapable. Et l'éducation nationale fait également face au nœud gordien qu'est l'imbroglio entre certains établissements privés et parents d'élèves. Ces derniers, vous le savez, refusent de payer 3 mensualités scolaires. Mamadou Talla dément avoir conseillé aux parents de porter l'affaire devant la justice. Le ministre de l'Éducation prône dans ce dossier le dialogue pour une sortie de crise. J'aurais lu, il y a 2 ou 3 jours, j'aurais lu que le ministère de l'Éducation nationale aurait demandé aux parents de porter plainte. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale, depuis qu'on est là, est dans une dynamique de dialogue et non de confrontation. Cette rencontre qu'on dit n'a jamais eu lieu. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Beaucoup d'écoles privées, beaucoup d'organisations ont eu à travailler ensemble. Et quand ils ont travaillé ensemble, des accords ont été trouvés partout dans le Sénégal. Il en reste encore. Nous allons continuer. Les écoles privées,
l'association des parents d'élèves dans ces écoles privées, les établissements continueront également, comme ils l'ont dit, par rapport aux accords qu'ils ont signés, pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente. Et dans cette affaire, une école privée de la banlieue de Dakar serait l'exception de la règle. L'école cours privée Les Praticiens de Pikine n'a pas réclamé aux parents ces 3 mensualités qu'exigent d'autres établissements privés. La direction de cette école appelle à l'union des acteurs du monde scolaire pour une année apaisée. Habib Faye, Modou Diop. Ici, les inscriptions se déroulent pacifiquement. Pas de problème de paiement entre parents d'élèves et administration. La direction de l'école dit prendre très tôt les devants pour éviter une incompréhension entre les acteurs. Les mois d'avril, mai et juin ne seront pas pris en compte. Les parents n'auront qu'à payer le mois de mars seulement, qui a été déjà entamé. Un accord a été trouvé entre nous et les parents. Tous les enseignants de cette école d'établissement ont été payés. On ne doit absolument rien à qui que ce soit dans cet établissement-là. Les cours privés, les praticiens de Pikine, grâce à une organisation, a évité le pire. Il n'y a pas de secret. Nous, on privilégie la communication avec tous les acteurs de l'école. Les enseignants, la direction, le comité de pilotage se réunissent fréquemment. Le concept Ubitei Diangitei est effectif dans les établissements scolaires de la banlieue. L'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye invite les acteurs à l'union. Pour dire tout simplement qu'entre les parents d'élèves et l'enseignement privé, vraiment, il ne peut pas y avoir de divorce. Pour une année scolaire stable, le maire de la ville de Pikine met à la disposition de l'IA 1000 tables bancs et annonce l'ouverture du CEM de Thiaroye-sur-Mer ce mois-ci. Nous allons peut-être même qu'on pourrait augmenter le nombre parce que je viens d'être informé ici même que le collège de Malika Plage va être transformé en lycée. La semaine prochaine, nous allons commencer un peu à affecter le personnel de pointe dans les différents établissements, collèges et lycées du département de Pikine. Ce ne sera pas moins de 70 femmes de charge qui vont être mises à disposition et approximativement entre 25 et 30 gardiens aussi. 27 salles de classe vont être construites pour lutter contre le manque criard d'infrastructures de base. Toutefois, les établissements scolaires visités veillent au respect des mesures sanitaires. Ils invitent les acteurs à se conformer aux règles édictées. Merci Habib. À Kaolack, le ministre de la formation professionnelle Dame Diop a fait ce matin le tour de certains établissements techniques professionnels pour s'assurer du démarrage des cours et du respect des mesures sanitaires. Le voici avec notre équipe à Kaolack. Nous constatons avec beaucoup de satisfaction que dans bien de ces établissements, les professeurs sont là, les enseignants sont sur place à presque 100%, m'a-t-on dit. Et les élèves ont commencé à fréquenter les salles de cours. Nous avons même constaté de visu des enseignements-apprentissages qui ont démarré dans certains établissements. Et nous avons aussi pu constater effectivement que le protocole sanitaire, normalement le port du masque, les dispositifs de lavage des mains sont en place pour permettre de respecter, comme j'ai dit, le protocole sanitaire. Bien évidemment, nous devons garder le cap pour que dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, que la rentrée soit totalement effective, ici, aussi bien ici à Kaolack que sur l'ensemble du territoire sénégalais. En tout cas, ce que nous avons vu à Kaolack nous rassure qu'effectivement, nous allons encore gagner une bataille comme celle que nous avons gagnée pendant la reprise des cours en organisant les examens l'année dernière. Donc les grasses matinées pour les enfants, début en revanche de la course contre la montre pour les parents pour trouver les fournitures scolaires. Problème, le prix du matériel scolaire est particulièrement cher cette année. La faute à la Covid-19 bien sûr. Reportage au marché Tilène de Fatima Touré et Younous Diatta. Tout au long de la chaussée, des livres, cahiers et autres accessoires bien rangés sur les tables. Ici, au marché Tilène, l'ouverture des classes se prépare activement. Les vendeurs exposent leurs marchandises en espérant faire de bonnes affaires.
Les prix sont abordables. Par exemple, les cahiers coûtent 200 voire 300 francs CFA. Pour les livres, nous faisons des échanges. Un élève qui a son livre de 4e secondaire peut venir l'échanger avec un autre de classe supérieure. Auparavant, à pareille heure, le business marchait trop bien. Mais aujourd'hui, nous pouvons rester 2 jours sans bénéfice, mais les prix sont abordables. Mais avec la pandémie de la Covid-19, l'accessibilité des matériels pose problème, nous confient les vendeurs. À cause de la pandémie, les matériels sont devenus trop chers. Vous savez, au Sénégal, tout est importé, y compris les livres et cahiers. Nous ne pouvons plus voyager pour acheter des marchandises, raison pour laquelle nous achetons chez les revendeurs. C'est ce qui explique la cherté des matériels. Du côté des clients, les prix des fournitures est diversement apprécié. On essaye quand même de faire avec le peu qu'on a. On essaye d'échanger les livres. La seconde, il faisait la 3e. On essaie d'échanger les livres de 3e pour la seconde et les livres de la seconde pour la première. Avec la pandémie, c'est un peu dur, mais on essaie avec. Yalla bahna, Inch'Allah. Marché est cher. Tout est cher dans ce marché. Il y a beaucoup de dépenses à faire à la rentrée des classes. Pour un seul enfant, tu peux dépenser 100 000 voire 150 000. Si tu en as 4, c'est vraiment difficile. La rentrée des classes 2020-2021 dans un contexte de crise sanitaire avec la pandémie de la Covid-19 qui plombe l'économie, beaucoup de parents peinent à joindre les deux bouts. Ils espèrent tout de même gérer l'événement avec les moyens du bord. Merci Fatima, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette rentrée. Bonne rentrée et bon courage aux 4 millions d'élèves qui ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. Il était attendu, le rapport de la mission d'information sur les inondations a été remis aujourd'hui au président de l'Assemblée nationale. Le document de 344 pages révèle que Dakar concentre 70% des réalisations du plan décennal. Cette mission avait été mise en place suite aux pluies diluviennes survenues, souvenez-vous, en septembre dernier. Pape Sanyambay est le président de la mission. Nous l'écoutons avec Aminata Mbaresso. Au cours de la mission que nous avons menée dans les 14 régions du Sénégal, nous avons constaté que la plupart des réalisations menées dans le cadre du PDLI sont limitées à Dakar et sa banlieue, environ 70%. Nous avons fait des recommandations pour une équité dans la répartition des travaux, surtout dans les zones éloignées où le besoin se fait sentir. Autre constat fait par la mission, les zones inondées sont celles où des ouvrages ne sont pas encore réalisés. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la journée mondiale de la pneumonie célébrée aujourd'hui. L'objectif est de sensibiliser les populations à un véritable problème de santé publique qu'est la pneumonie, une maladie très dangereuse chez les enfants. Des chiffres de 2019 révèlent que 3000 enfants meurent de la pneumonie tous les ans au Sénégal. Mamadou Fall et Tierno Laurent Mehdi. La pneumonie, une maladie qui fait des ravages au Sénégal, la couche la plus touchée, les enfants, puisqu'elle est considérée comme la première maladie mortelle chez eux. Le taux de létalité chez l'enfant, car constitue la première cause de mortalité par maladie infectieuse dans nos pays en voie de développement. Une maladie peu connue des Sénégalais à cause de ses similitudes avec d'autres pathologies, telles que la grippe, le palu. Elle n'est pas assez connue. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se confondre dans cette infection-là. Chez l'enfant, autant que chez l'adulte, l'une des premières manifestations est la fièvre. Et l'on sait que sous nos cieux, quand il y a une fièvre, la première pathologie à laquelle on pense est le paludisme. Alors que tout autour de ce paludisme, il y a des infections telles que la pneumonie, cette pneumonie pouvant être liée à des bactéries. L'urgence est aujourd'hui l'installation de plusieurs services dans tout le Sénégal, mais également l'orientation des étudiants en médecine. De faire un plaidoyer pour que les étudiants soient pourvus de bourses
pour la discipline de la pneumologie. Pour les autres disciplines, d'accord, mais en tout cas, la pneumologie fait partie des disciplines pauvres. Pas encore de Sénégalais suffisamment formés. Verrons un jour qu'au niveau de chaque région du Sénégal, qu'on ait au moins un pneumologue. La gravité de la maladie doit pousser aux autorités et aux acteurs de la santé de renouveler d'efforts afin qu'elle soit complètement maîtrisée. Un plaidoyer porté en cette journée internationale de lutte contre la pneumonie. Merci Mamadou. Et puis le Centre national d'appareillage orthopédique est désormais doté d'une salle de sport pour la réduction des malades. C'est l'unique structure compétente au Sénégal. Ce fruit de la coopération turque vient réduire les longs délais d'attente des patients et améliorer leur prise en charge selon le directeur de cabinet du ministre de la Santé que nous écoutons avec Maïmouna Ndiaye. En moyenne, chaque année, près de 3000 personnes sont consultées et 3864 appareils orthopédiques fabriqués et posés, ainsi que plus de 2200 actes de kinésithérapie effectués dans les domaines de la neurologie, de la rhumatologie et de la pneumologie, j'en passe. Ce volume d'activité témoigne à souhait du dynamisme du centre dans la prise en charge des malades. Il faut ajouter également que le CNAO, vu sa mission de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, joue également un rôle dans la prise en charge des malades victimes d'accidents vasculaires cérébraux et dans la kinésithérapie respiratoire, notamment chez les enfants. Nous devons, pour plus d'efficacité, finaliser le plan stratégique en vue d'être plus efficaces dans nos interventions. D'ailleurs, dans ce cadre, les centres régionaux d'appareillage orthopédique sont prévus dans les régions de Saint-Louis, de Thiès, Tambacounda et Ziguinchor pour renforcer la décentralisation et l'accessibilité de ce centre aux populations sénégalaises. Et puis le président de la République, Macky Sall, au sujet du terrorisme et de l'entrisme au Forum de la paix de Paris, appelle Emmanuel Macron à un partage de valeurs communes pour combattre ces mesures. Macky Sall déclare que l'islam est la première victime du terrorisme et pourtant elle est une religion de tolérance et non pas de haine. Voici le chef de l'État au Forum de la paix à Paris. Moi, je suis tout à fait confiant que nous pouvons partager des valeurs. Je ne suis pas dans du scepticisme. Seulement, nous avons besoin aussi d'étendre le spectre de la discussion, de tenir compte des réalités des uns et des autres pour bâtir des valeurs communes. C'est tout à fait possible et ça demande simplement, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y ait non seulement de l'humilité, en sachant que nous n'avons pas forcément les mêmes valeurs. C'est évident. Moi, je suis africain, vous êtes européen, on n'est pas les mêmes. Mais on peut partager certaines valeurs. On est différents, mais on peut être ensemble. Moi c'est ça. Il faut que nous acceptions les différences, mais que nous allions ensemble vers ce que nous voulons bâtir en commun. C'est comme ça que je vois, en tout cas, la plateforme qui pourra nous permettre de combattre ensemble tous ceux qui sont contre ces valeurs communes que nous pouvons développer et qui se nourrissent de la haine et du discours qui veut créer un discours hégémonique pour justifier justement leur forfait en utilisant la religion alors que l'islam d'ailleurs est la première victime. Puisque venez trouver des gens en train de prier dans une mosquée, vous mettez une bombe pour les tuer, on ne peut pas appeler ça de l'islam. Ou venir dans une église, tuer des fidèles catholiques, alors que le prophète Mohammed, pendant qu'il était à Médine, a hébergé dans sa mosquée des gens qui étaient en quête de zones de prière. On ne peut pas dire que l'islam, en tout cas l'islam que nous connaissons nous au Sénégal, qui est un islam de tolérance, que nous assumons, ne peut pas aller dans cette direction. Voilà, c'était le chef de l'État au sujet du terrorisme et de l'extrémisme qui intervenait au Forum de Paris sur la paix. Alors maintenant à Louga pour parler du phénomène de l'émigration clandestine. La Fédération des associations des Sénégalais de l'extérieur déplore la perte de beaucoup de jeunes Sénégalais en mer. La fédération demande une implication de l'ensemble des acteurs pour freiner ce phénomène. À Louga, Tchernofal.
La lutte contre la migration irrégulière est l'un des principaux objectifs de la Fédération des associations des Sénégalais de l'extérieur et de retour. C'est pourquoi aujourd'hui, avec le retour en force de l'immigration clandestine, la FASER invite l'ensemble des acteurs à réfléchir ensemble pour trouver une solution à ce phénomène. Mooy phénomène bi nga xam ne actuellement moom moo am xale yi dem si géej gi di rey seen bopp te loolu yaakaar naa ne ñun situation boobu d'abord daf ñu interpeller muy état. muy jeunes yi muy famille yi muy société civile bi acteurs yëpp dañu war a jóg taxaw ñu jéem a xool mbir moomu nan lañ koy indilee solution. L'organisation qui regroupe des anciens et des émigrés actifs compte mettre sur pied un plan d'action pour sensibiliser la jeunesse sur ce voyage suicidaire. Parce que moi je ne vois pas la raison qui peut pousser un jeune à passer dans une pirogue pour traverser l'Atlantique pour aller en Europe. Or que ici, il y a du travail. Il y a des millions d'étrangers qui sont ici, qui ont leurs activités et qui se retrouvent bien. L'autre objectif de la FASER est également d'accompagner les émigrés de retour afin qu'ils puissent investir dans leur terroir pour gagner leur vie, mais aussi pour créer de l'emploi. On accompagne les migrants de retour afin qu'ils puissent avoir une formation, trouver un financement et investir dans un secteur rentable. Et avec ça, on a besoin de l'État, puisque entre l'État et les migrants de retour, nous avons des objectifs communs. Le bureau national de la FASER était dans la capitale du Ndiambour pour l'installation de l'antenne régionale de Louga. Merci Tierno. Dans toute la vallée du fleuve Sénégal, plus de 10 villages ont manifesté leur colère à cause des difficultés rencontrées dans la production du riz. Des milliers d'hectares sont emportés par les insectes et oiseaux granivores dans les villages de Khen et Kassak. Les producteurs demandent l'annulation des dettes et l'indemnisation des paysans. Ousseynou Diop, Abibsek. Des dizaines de villages de la région de Saint-Louis ont manifesté leur colère suite à l'envahissement des champs par des oiseaux granivores, des rats et insectes. À Khen, dans le département de Dagana, les dégâts sont inestimables. Pas de voir donc nos cultures, toutes nos cultures ravagées par les rats. Et surtout en période de contre-saison, il y a ce qu'on appelle les oiseaux granivores. Ils viennent ravager toutes nos cultures. Alors qu'à ce moment-là, il y a la moutonne que vous voyez là-bas. Le gouvernement moutonnier donc débloque tous les moyens nécessaires. Même constat à Kassak Nord. Ici, les producteurs sont confrontés à d'énormes difficultés. Ils réclament ainsi l'annulation des dettes. C'est-à-dire que la première chose, que l'État éponge les dettes et indemnise les producteurs. S'il éponge les dettes et n'indemnise pas les producteurs, cela ne vaut rien. Donc il faut qu'il éponge les dettes, qu'il indemnise les producteurs. Pour que les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal ont perdu plusieurs milliers d'hectares de terres de riz. À Khen comme à Kassak, les paysans sollicitent de l'aide du gouvernement et des techniciens. Où sont nos États à cette époque-là? Dans leur bureau climatisé, alors que nous sommes en période dans le désert. L'État ne nous pousse pas vers l'immigration. Nous, on croit au potentiel agricole des terres du Wallo. La jeunesse est là. C'est une jeunesse très brave, c'est une jeunesse engagée qui soutient leurs parents, qui fait du jour au lendemain pour quand même pouvoir survenir à leurs besoins. Les producteurs de riz de la région nord sont confrontés aujourd'hui à de réels problèmes. Et pourtant, dans la vallée, 32 000 hectares de terre ont été emblavés sur un objectif de 40 000. Merci Ousseynou. Et puis en politique, vous le savez, Maître Moussa Diop a claqué la porte de la coalition Benno Bokk Yakaar. L'ex-DG de Dakar Dem Dikk a fait cette annonce hier sur TFM dans votre émission Faram Facce. Maître Moussa Diop va désormais acter sa démission en déposant sa lettre, ce qui va rendre officielle celle-ci. Nous l'écoutons avec... Ce que j'ai combattu en 2012, c'est-à-dire en troisième mandat, je ne vois pas pourquoi je l'accepterai en 2024. C'est la raison pour laquelle j'ai considéré que je gênais certains dans cette coalition qui a porté le président de la République à la magistrature suprême, surtout qui lui a permis d'aller au deuxième tour. Pour toutes ces raisons, surtout avec des amis avec lesquels nous n'avons aucun problème, je n'ai aucun problème avec eux, j'ai décidé ce jour de me départir du poste de coordinateur, mais également de quitter la coalition Macky 2012. Pour des raisons que tous les Sénégalais savent, je ne sais pas mentir et je ne sais pas tricher.
Ce n'est pas parce que le président Macky Sall me regarde que je vais être marron et qu'il regarde ailleurs, je me retrouve en rouge, en noir, en vert. Je suis constant dans mes idées et constant également dans mes positions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je tourne une page, le temps de rencontrer des personnes avec lesquelles je partage des convictions solides. Et puis sur l'international, Jerry Rawlings n'est plus. L'ancien président ghanéen est mort à Accra à l'âge de 73 ans ce jeudi. Rawlings a été considéré comme le symbole de la démocratie au Ghana. Son portrait avec Mohamed Samb. Né à Accra le 22 juin 1947, Jerry Rawlings se fait remarquer très tôt pour son franc-parler et son envie de révolte. Jeune homme doué et brillant, il s'engage dans l'armée de l'air et obtient en quelques années le grade de flight lieutenant, l'équivalent du rang de capitaine dans l'armée de terre. En mai 1979, il participe à son premier coup d'état militaire. Ce fut un échec. Il est arrêté, traduit devant une cour martiale juridiction, devant laquelle il choisit de se défendre seul. Et libéré quelques semaines plus tard par un groupe d'officiers qui rêvent d'en découdre avec une hiérarchie qu'il estime corrompue. Au mois de juin suivant, il renverse le régime de Fred Akufo. Jerry Rawlings est porté à la tête du pays et s'engage à rendre rapidement le pouvoir aux civils. Promesse tenue, des élections générales sont organisées et 3 mois plus tard, Rawlings s'efface pour céder la place à Ila Liman, tout juste élu président. Jerry Rawlings a à peine plus de 30 ans et il est déjà très populaire au Ghana. Mais il ne restera pas longtemps dans l'ombre, écœuré par le régime d'Ila Liman dont il fustige la corruption et la mauvaise gouvernance. Rawlings reprend les armes en décembre 1981. Il renverse Liman, prend la direction du Conseil provisoire de la Défense nationale et s'installe durablement au pouvoir. Il avait dirigé le Ghana de 1981 à 2001, soit 20 ans de fonction. Le décès de l'ancien président a été confirmé par des personnes proches de la famille, selon la radio City Newsroom qui émet depuis Accra, la capitale de ce pays d'Afrique de l'Ouest. La cause officielle du décès n'est pas encore révélée, mais certains médias rapportent que le président à la retraite est décédé de complications liées à la maladie Covid-19. Merci Mohamed. Et puis un mot de sport, le Congo souverain à domicile devant l'Eswatini, 2-0. L'Assemblée générale élective du Stade de Mbour, Ligue 1 sénégalaise, qui est fixée le 22 novembre prochain. Et puis l'équipe nationale de foot du Sénégal de retour à l'entraînement pour la préparation du match contre la Guinée-Bissau de dimanche prochain. Au round-up de l'Actu Sport avec Chersa Chadibou Diarra. Les Lions du Sénégal, vainqueurs des Djourtes de la Guinée-Bissau 2-0 dans le groupe I, ont entamé la préparation de la marche retour, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Au complet avec l'arrivée d'Alpha Djonkou, ils ont effectué ce jeudi soir un entraînement au stade Lat Dior de Thiès. Les protégés d'Aliou Cissé vont rejoindre Samedi Bissau, lieu de la rencontre ce dimanche à 16h. Le groupe I toujours, le Congo fait respecter la logique face à Eswatini. À domicile, les Congolais se sont imposés 2-0 grâce aux réalisations d'Ibarra et Makieze dans le dernier quart d'heure du match. Avec cette victoire, le Congo monte à la 2e place de la poule avec 6 points. Dans le football local, les dates des périodes de transfert des joueurs pour la saison 2020-2021 sont connues. La première période va du 1er décembre prochain au 1er février 2021. La seconde, elle, c'est du 15 avril au 15 mai 2021. Le début de la saison est prévu le 2 janvier. En attendant, la date de l'Assemblée générale élective du Stade de Mbour est calée. Après 2 reports et une réunion de concertation, l'AG est convoqué le 22 novembre prochain. Elhadji Amadou Wade et Moussa Mbaye sont les 2 candidats en lice. Basketball pour terminer, la NBA et la Ligue nord-américaine soutient ses clubs après les difficultés financières qui résultent de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Chaque club va recevoir environ 13 millions de dollars. La saison 2020-2021 de la NBA débute le 22 décembre prochain. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'info avec vous, Binta Diallo. Vous recevez ce soir M. Cheikh Diop pour évoquer l'actualité du secteur.